Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Ah, la musique commence à point nommé. Vous n'êtes pas aujourd'hui pour la première fois sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, mais vous êtes sur la crypte sonore, nouveau concept proposé par, pas mon invité du tout, puisque c'est le concepteur de cette émission, mais Maxime Vatopoulos, a.k.a. Blue Blux, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ton pseudo, j'y arrive pas. On était sur Twitch hier soir et j'en ai parlé un peu longuement. Et du coup, la crypte sonore, nouveau concept qu'on accueillera une fois par mois sur Radio Canu, donc du jeudi de 17h à 18h et le surlendemain en podcast. Et bien bonjour Max, bienvenue ici, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, comment tu vas Jal ? Ça va, écoute, on enchaîne un peu tout ce qui est émission, préparation du festival et autres joyeusetés, mais ça va bien, je vais bien. Tu m'étonnes, t'es pas trop en overdose de Tolkien là cette semaine ? Ah bah c'est la grosse semaine Tolkien, on est en plein dedans et on lâche rien. On a notre émission ce soir pour discuter du guide de Tolkien paru chez ActuSF par Yannick Chazarang. C'est une autre émission qui m'attend à la suite de celle-ci, mais non, on se fait plaisir, on est bien, on va pas se plaindre. Eh ben écoute Max, dis-moi de ça, parce que voilà, t'es arrivé, tu fais déjà partie de l'équipe du festival. Tout à fait. Tu nous as rejoint il y a 2-3 éditions, si j'ai pas de bêtises. Je suis arrivé pour la première édition post-Covid. C'est ça, 2021 du coup. Exactement. Il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et tu t'es très vite fait remarquer par, c'est le moment où je donne les bons points, par ta volonté d'être parmi nous et que tu même fais partie de l'équipe en dur qui monte à l'année le festival. Oui, tout à fait. En 2 éditions, bam, allez, on est catapulté. Et du coup, forcément, tu suis comme tous les gens du festival ce qu'on propose sur Radio Canu et tu es arrivé avec ce concept. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors, ça tombait à point nommé parce que la crypte sonore, ça fait un petit moment que j'avais cette envie, tu vois, de créer une émission pour vraiment parler, de vulgariser ce qu'est la musique dans le cinéma, dans les jeux vidéo et dans n'importe quel contenu audiovisuel. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est hyper complexe, qui est très codifié, qui a vraiment une façon de faire et c'est pas, c'est pas le truc que tu vas apprendre comme ça. Il y a des choses à savoir derrière. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce que moi, c'est mon métier, du coup. Oui, tu fais quoi dans la vie, Max ? Moi, je fais de la composition, du coup, à l'image, pour les jeux vidéo, le cinéma, et je fais du sound design, du design sonore. Tout ce qui va consister à, par exemple, faire des bruitages dans les films, tu vois, renforcer le côté du son. Par exemple, tu as un personnage principal qui a une grande veste en cuir. Et il se déplace et c'est le protagoniste, donc il faut qu'au niveau du son, de l'environnement sonore, il soit un petit peu plus présent que les autres. Du coup, derrière, tu as ce qu'on appelle le métier de Foley artiste. C'est un petit peu un mélange d'artisanat et de métier de technique sonore parce que tu vas te retrouver derrière des micros dans les studios avec des morceaux de cuir, tu vois, ou du simili-cuir. Et en fait, tu vas froisser ça un peu sur les mouvements du personnage pour un peu renforcer, tu vois, ce côté du son. Puis après, tu as le sound design comme on l'entend, dans un côté un peu plus créatif, avec par exemple Ben Burtt dans les Star Wars, qui a fait, tu vois, des sons de pistolets laser, de sable laser, de R2D2, de vaisseaux, tu vois, créer un peu imaginer quel aurait le son, quelque chose qui n'existe pas, on te présente un concept et du coup tu fais ça. Voilà, c'est un petit peu ça que je fais à côté. Et j'avais vraiment envie du coup je suis parti d'un constat simple, c'est que des fois en discutant avec des potes ou une soirée lambda, tu vois, tout d'un coup tu parles, je sais pas, du dernier film que tu as vu, la personne en face de toi aussi, et là tu commences à rentrer dans des trucs de parler de musique et il y a des choses qui échappent un petit peu des fois aux gens. Et du coup, voilà, la crypte sonore est née et est accueillie du coup sur Radio Canu et en podcast sur les Intergalactiques et c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai un petit souvenir qui me revient quand tu racontes ça. J'avais vu un documentaire ou un reportage sur les sound designers et dans Volte-Face avec Travolta et Nicolas Cage, ils expliquaient comment, surtout John Woo, enfin on connaît ça, le point de vue son et le point de vue grandiloquence sonore qu'il peut y avoir.
à un moment, il y a la veste qui est jouée par Nicolas Cage qui vole au vent, qui est à l'aéroport. Et donc, on voyait le sound designer en train de faire le son, et en fait, il prenait un truc enflammé qui faisait passer, qui faisait comme ça, etc. Ça m'a un peu fasciné à l'époque, c'est vieux, hein, forcément. Mais oui, donc je trouve ça super intéressant comme sujet. Du coup, tu as envie de le développer comment au sein de cette émission? Quelle forme va-t-elle prendre? Du coup, elle va prendre une forme de... On va s'appuyer sur des thématiques, à chaque fois différentes. Pas cantonnées que au cinéma, aussi aux jeux vidéo, à plein d'autres choses. Et on verra comment elle évolue. Après, je pense que c'est une émission qui va aussi évoluer selon le retour des personnes autour. Un petit peu, puisque c'est de la vulgarisation, en fait. C'est ce que les personnes qui écoutent ont envie d'entendre aussi. Et du coup, je pense que ça va être au-delà d'une émission qui sera présentée par nous deux, qui sera une... Enfin, il y aura toute une effluve collective aussi autour de ça. Donc, on verra un petit peu comment ça va évoluer. Et j'ai déjà plein d'idées pour d'autres thèmes. Mais du coup, par exemple, là, la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est donc celle de la musique à l'image. Comment faire évoluer un univers sonore qui a emprunt plus d'une génération de nostalgie. Et comme tu es en pleine semaine de Tolkien et que ça tombait bien, tu vois, et du coup, c'est trop bien d'avoir comme sujet du coup, la série des Anneaux de Pouvoir. Donc toute récente, en cours de diffusion sur Amazon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sur Prime Video. Et parce que justement, tu vois, le Seigneur des Anneaux, donc en adaptation cinématographique, là, on va parler que de l'œuvre de... On va la comparer à l'œuvre de Peter Jackson, pas de celle d'avant, les séries animées, enfin les films animés. Et c'est quand même des musiques, tu vois, qui restent dans un peu l'imaginaire collectif. T'as des thèmes hyper forts. Howard Shore, du coup, le compositeur qui a fait du très beau travail déjà sur Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Oui, tout à fait, oui. Bon, le Hobbit, on va pas en parler parce que les films sont habitables. On va dire que la musique peut être bien, je m'en souviens pas. On va en parler, justement. Ok, très bien, super. Et du coup, de savoir un petit peu comment, du coup, le compositeur actuel des Anneaux de Pouvoir, c'est Bear McCreary. Et savoir un petit peu, tu vois, comment t'arrives, toi, avec un public, un compositeur qui a déjà travaillé avant sur une œuvre, qui a mis la barre très très haute. Et du coup, savoir, toi, comment t'arrives avec un public, tu vois, et même toi, parce que tu les as vus, ces films, tu vois, en te disant, mais waouh, le travail était incroyable, il y a des thèmes qui sont hyper marquants. Comment, moi, j'arrive derrière et je refais une musique qui va aussi marquer les gens, avec un univers très codifié, tu vois, t'as les elfes, les nains, les humains, et chaque peuple a ses thématiques, et autant en termes d'un point de vue sonore que visuel. Du coup, il y a déjà des grosses bases qui ont été des fondements qui ont été posés par Howard Shore notamment. Comment toi t'arrives, tu vois, derrière et tu refais un petit peu le travail là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux passer un extrait? On est en train de, du coup, quand même pour prévenir, même pour les gens à la radio en podcast, c'est notre première avec Max. Du coup, on va commencer à se caler techniquement pour passer les extraits, etc. Est-ce que tu as envie de proposer quelque chose autour de ça ou tu veux continuer à parler Non, de ça? Carrément. Ok. Alors, juste le petit extrait qu'on a entendu au début quand on parlait, du coup, ça, c'était la seule musique des Anneaux de Pouvoir qui a été composée par Howard Shore, donc le compositeur du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui est le titre principal. Sinon, tout le reste, du coup, c'est le nouveau compositeur, Bear McCreary. Voilà. Eh ben, petit extrait, c'est parti. Tu nous en parles un petit peu après. C'est pas ça, hein. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui m'a lancé, là? J'ai l'impression que tu as une surcouche d'une autre musique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la musique qui passe dans cet ordinateur et qui ne devrait pas passer? Oui, effectivement, on a une petite musique qui traîne. Alors déjà, on fait ça. Attends, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne rigole pas, je n'ai rien d'ouvert. Je ne sais pas d'où vient la musique. C'était ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'était? C'était les bandes de continu. J'avais laissé genre à un quart de millimètre et ça suffisait à les lancer. Let's go, ouais. Je me demandais bien d'où c'était. Musique du Seigneur des Anneaux, là. Ouais, c'était un peu bizarre. Ah ouais, j'ai regardé un peu la série. Je crois que j'ai pas entendu ça. Les elfes en mode rêve et compagnie, ouais. Quoi. Du coup, là, pour repréciser les deux extraits qu'on va entendre à la suite, c'est du coup les introductions respectives des Anneaux de Pouvoir et du Seigneur des Anneaux, premier film. Pour recontextualiser un petit peu. Et ben, on va être bon, là.
said it would be over quickly. But the war left Middle-earth in ruin. Victory was near. But the power of the ring could not be undone. Et donc, on reconnaît en tout cas très bien le deuxième extrait pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, puisque je fais partie des gens qui, à l'époque, avaient poncé ces films complètement. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur ces deux extraits ? Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ces deux extraits ? Qu'est-ce que tu en retires entre, du coup, le premier qu'on a entendu, des Anneaux de pouvoir, et le deuxième, le Seigneur des Anneaux ? Écoute, pour répondre à cette question au débeauté, je dirais... disons que la deuxième, pour moi, est extrêmement familière. Ouais. Je reconnais tout de suite le son, je reconnais les bruits d'armes, je reconnais la voix de Galadriel. Immédiatement. La première, mine de rien, je la trouve un peu plus calme, je vais dire, mais je pense vraiment que la fibre nostalgique va jouer sur mon opinion générale, vraiment. Et je pense qu'on aurait peut-être dû les mettre dans le sens inverse. Ouais, j'aurais pu arriver pour discuter, du coup, construire un peu. S'il m'a fait écouter après, je fais oui, Seigneur des Anneaux. Et là, je fais deuxième, du coup, j'aurais sur des plus faciles. Tandis qu'en arrivant sur la deuxième, elle a bouffé littéralement ma mémoire de la première. Mmh. Mais ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, justement, c'est fait exprès. Il va y avoir des petits... Parce que justement, on est là pour parler de musique à l'image et de nostalgie. On va essayer de débunker un peu cette nostalgie, tu vois, et savoir d'où elle vient et pourquoi est-ce que d'un point de vue sonore, elle est aussi importante. Tu vois, ce qui est assez intéressant sur ces deux extraits, c'est que d'un point de vue d'une réalisation sonore globale, on est exactement sur le même schéma, sur la même continuité. T'as du coup une bataille en fait à l'image dans le premier qui représente, si je dis pas de bêtises, du coup pendant le premier âge, une guerre qu'il y a eu contre Morgoth, du coup, qui était le grand seigneur du mal, dont Sauron était seulement un lieutenant. Et donc dans les deux extraits, c'est Galadriel qui parle. Galadriel beaucoup plus jeune, parce que c'est une elfe du premier âge, elle est... c'est vraiment... C'est 1000 ans avant, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, donc au début, tu as vraiment ce son de bataille, tu vois, avec une orchestration qui est plus ou moins la même que celle qui est dans le deuxième. Donc, une orchestration, qu'est-ce que c'est ? Pour le rappeler, c'est vraiment c'est quels instruments on va choisir, tu vois, pour composer sa musique. On va choisir des violons, des violoncelles ou des synthés Juno 80, tu vois, hyper pétants, qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre sur cette émission. Et du coup, en fait, on a vraiment ce truc au début dans les deux où tu as le son de guerre, tu vois, avec des voix, de la musique qui est ultra présente. Et tout d'un coup, on a exactement un peu la même intonation de la part de Galadriel, du coup, qui sont des voix différentes quand même, parce que c'est pas du coup les mêmes actrices. Et avec ce fait de dire, on pensait, tu vois, genre que la victoire était proche, mais en fait, tu vois, il y a vraiment ce truc de fatalité. Surtout que quand on a vu les Anneaux de pouvoir et qu'on a forcément vu le Seigneur des Anneaux, on peut avoir tendance à penser que ça copie vraiment le début du film, du film historique, on va dire, pas du film, parce que d'un point de vue temporalité, les Anneaux sont avant. Et on copie, on s'est dit tiens, on nous rappelle où on est, quoi, clairement. Oui, tout à fait. Et du coup, je trouve que c'est une manière assez habile, tu vois, de justement être dans un peu ce côté fanservice que tu ressens. Je sais pas, dans le premier épisode, j'étais là, waouh, trop bien. C'est le Seigneur des Anneaux. Oui. Et du coup, d'un point de vue sonore, je trouve qu'ils ont plutôt bien amené le truc pour que ça matche, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était pour du coup les premiers extraits. C'était pour les premiers extraits. Ouais, voilà, tout à fait. Tu peux passer le suivant. Le suivant, c'est parti. Est-ce que je suis sur le bon ? C'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Bah non, j'étais bon. Il n'y a pas de raison. Alors,
Du coup, là, le premier extrait, donc c'était Bag End. Je vois que tu... c'était ma chanson préférée, parce Ouais. que surtout, je l'ai comparée à... Alors, j'ai encore parlé de mes cochons d'Inde, mais c'est vraiment cette musique des cochons d'Inde, tu vois, c'est genre ces Oui. petits animaux trop de la prairie, trop contents de vivre, quoi. Enfin, contents d'être là, en tout cas. Et ça me rappelle les souvenirs de l'époque. Et bah justement, tu vois, ça du coup c'est marrant que tu dis ça, parce que du coup Bag End, qui a été composé par Howard Shore, tu vois, on a vraiment ces instruments, tu vois, qui sont... ces guitares qui sont piquées, tu vois, genre du staccato au niveau des violons. En fait, staccato, c'est quand les notes vont être assez incisives, au contraire de legato, où en fait les notes, elles vont en gros, tu vas pas arrêter de jouer quand tu vas changer de note. Et du coup, en fait, ça amène, tu vois, genre un peu un côté... T'imagines, tu vois, genre les hobbits, tu vois, ils sont petits sur pattes, ils sont dans leur petite prairie, tu vois, ils gambadent exactement comme tes cochons d'Inde. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est une belle manière de représenter un peu à l'image, du coup, ces personnages. Et Howard Shore, il a vraiment imposé un truc, tu vois, hyper fort, en fait, dans le thème des Hobbits. Tu vois, t'as une flûte... j'ai pas du tout envie de dire bêtises, mais il y a ce côté, tu vois, un peu folk qui est présent, avec des percussions en bois. T'as une guitare, tu vois, genre t'as une flûte qui est là. Et ça y a vraiment un côté champêtre, tu vois, genre très fantaisiste, en fait, qui est là-dessus. Bucolique. Ouais, tout à fait. Et du coup, si tu veux, on peut se réécouter le numéro 5 du coup de Bear McCreary. C'est parti. Mince. Si on clique au mauvais endroit. C'est pas celui-ci, C'est celui-là. celui juste avant. Ouais. Mais je veux bien voilà, merci. Moi, je dis que là-dessus, on est vraiment... Enfin, moi, je retourne en Irlande. Hein. Ouais. J'ai bien pratiqué l'Irlande dans ma vie. Je suis en plein pays celte, avec ses balades, avec son côté toujours bucolique, évidemment. Et oui, là, moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'écouter les trucs irlandais que j'écoute parfois. Ouais. Mais justement, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits, c'est un peuple qui a toujours été très en lien avec la nature. Tu vois, ils sont dans des petites maisons troglodytes. Ils respectent vachement ça. Ils vivent dans des champs. Ils vivent au rythme de la nature, au gré de ce qu'il y a autour d'eux. Et du coup, en fait, là, on est dans les Anneaux de pouvoir sur un peuple assez différent, les Pieds Velus, du coup. C'est des hobbits qui sont allés le plus à l'est dans l'Eriador. Et ils vivent un petit peu différemment. Ils sont plus dans un truc sauvage, un peu... Chasseurs-cueilleurs, beaucoup. Hein, exactement, ouais. Ils sont beaucoup moins dans ce fait de cultiver, comme on peut le voir dans la comté avec Le Seigneur des Anneaux. Et là, tu vois, t'as un choix d'orchestration qui est assez similaire. Pareil, des petites percussions. Forcément, on a un mixage qui est un peu différent, qui est beaucoup plus moderne sur le morceau de Bear McCreary, du coup, qui s'appelle Nori Brandyfoot. Mais on retrouve, tu vois, une flûte, elle est là. Les percussions en bois, elles sont là. Les instruments à cordes, tu vois, c'est une guitare, elle est là aussi. Et du coup, on est direct dans ce que présente Bear McCreary, l'adaptation musicale qu'il va faire par rapport aux Anneaux de pouvoir. Là, avec ses premiers extraits, et puis les intros qu'on a écoutés avant, on se dit, ok, il va prendre le parti pris de suivre un peu ce qu'avait mis en place Howard Shore, plutôt que refaire quelque chose de complètement nouveau, pour justement happer, tu vois, le spectateur, spectatrice dans la nostalgie de ce que représente la série Les Anneaux de pouvoir par rapport au Seigneur des Anneaux. Et ben du coup, moi, tu vois, en faisant cette analyse-là de ces deux extraits, j'aurais presque envie de les inverser. C'est-à-dire voir plutôt le côté, cette folk qu'on a dans les Anneaux de pouvoir, me rappellerait plus les bars, tavernes, qui pourraient plus se rapprocher des agriculteurs, on va dire. Et le côté bucolique, je cours dans les champs à petits sauts, plutôt le côté, justement, chasseurs-cueilleurs des Pieds Velus, quoi. Et je sais pas, là, comme ça, je me dirais, tiens, ça s'inverserait peut-être pas si mal. Ouais, ça pourrait carrément. Ouais. Et du coup, on va écouter le travail d'un troisième compositeur qui s'appelle Chance Thomas. Lui, c'est pas pour un film, c'est pour un jeu vidéo qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux Online. C'est un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. C'est un petit peu comme, pour les personnes qui ne connaissent pas le genre, c'est un petit peu comme si vous prenez un jeu de rôle papier standard des années 80, type Donjons et Dragons, que vous créez votre personnage dans un univers en ligne, dans lequel il y a
des centaines de milliers de personnes qui jouent et vous vous retrouvez à faire des quêtes, un peu, etc. Donc Le Seigneur des Anneaux Online, c'est un jeu qui est sorti en 2005, si je dis pas de bêtises, développé par Codemaster à la base, et qui reprend, lui, par contre, beaucoup plus ce côté, c'est les livres de Tolkien, beaucoup moins le cinéma. Et là, on va écouter du coup le morceau Hills of the Shire, donc qui est la musique de la zone de la comté, composée par John Thomas. C'est l'extrait numéro 6. Et voilà. Ouais. Il est cool aussi. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Oui, il a ce côté fantasy, je pense, qui est très très présent. Et je pense en plus que l'écriture de musique de jeux vidéo, c'est connu et j'enfonce des portes ouvertes, a vraiment ce côté de... c'est une musique qui peut être très répétitive et qui a une fonction d'être répétitive pour le joueur et forcément qui doit être à la fois très présente et être présente tout court. Mais pas non plus ennuyant, tout casser la tête, etc. Donc je pense qu'elle s'y colle pas mal. Ouais, carrément. Puis on a cette flûte, tu vois, genre qui est là aussi encore, mais qui est vraiment iconique en fait. Et je pense que c'est Howard Shore qui a vraiment marqué du coup. Donc la musique a été composée après celle-ci, Hills of the Shire, après la sortie des films de Peter Jackson. On en écoutera une autre par contre après, ce sera l'inverse. Et donc voilà. On peut passer à la suite si tu veux. Maintenant on va parler, là on a parlé des hobbits, maintenant on va parler des nains. Et donc on va écouter dans un premier temps... comme tu veux, si tu veux, on peut d'abord écouter du coup les Anneaux de pouvoir. T'as l'air de préférer? Non, je suis ton. Okay. Je suis avec plaisir ton. Non, c'est ton émission. Tu conduis. Hein. Je suis. Et du coup, on va écouter là du coup Khazad Dûm de Howard Shore. Donc c'est l'extrait numéro 7. Est-ce que tu remets un petit peu dans les films ou est-ce que... Khazad Dûm, c'est le pont de Khazad Dûm, c'est-à-dire que c'est Balrog, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sur la fin, c'est le Balrog, quoi. Ouais, c'est dans la Moria quand il y a du coup la compagnie de la confrérie de l'anneau qui est poursuivie par le Balrog. Donc là, les nains, j'étais pas sûr, j'ai demandé à un pote qui a chanté pour, tu sais, ces ciné-concerts qu'il y avait au début à Paris. Ouais. En gros, t'as le Seigneur des Anneaux qui était projeté sur un film et puis t'as un orchestre qui chante devant. Très, très à la mode, ils font ça à l'Auditorium de Lyon aussi régulièrement, sur plein de films, sur des grosses franchises, etc. Ouais. C'est ce que j'ai cru voir. Et donc, je lui ai demandé, parce que lui, il était chœur, du coup, là-dedans, et je lui ai dit, mec, en vrai, du coup, la voix, en fait, il y a beaucoup de... Sur ce genre de chœur, généralement, c'est assez régulièrement en latin que c'est. Parce qu'il y a un côté, tu vois, genre... le fameux latin. Et en fait, là, sur du coup, le Seigneur des Anneaux, Howard Shore, il a composé en Kousdoul. Donc, c'est la langue naine écrite par Tolkien. Ok. Et du coup, voilà, c'est assez... mais ça donne ce côté, tu vois, un petit peu aussi... tu vois, très dans les graves, avec un côté un peu mystique, tu vois, genre lié aux nains. Et donc voilà, et puis surtout que les mines de la Moria, ça représente un petit peu, à part Erebor, du coup, qui est un autre royaume nain, l'un des plus gros royaumes qui a existé, du coup, dans la Terre du Milieu. Et du coup, dans la série Les Anneaux de Pouvoir, on voit encore les mines de la Moria, avant qu'elles aient été complètement... En pleine forme, etc. Exactement. Avant que, du coup, les nains soient revenus dans les raies de Luynes, au palais de Thorin. Et donc là, on peut écouter du coup l'extrait éponyme, enfin le titre éponyme du coup Khazad Dûm de Bear McCreary pour les Anneaux de pouvoir. Eh ben, on est encore sur du... Ouais, tout à fait. On est quasiment sur l'air, enfin pas la même chose, ça serait musicalement. Après, j'ai pas l'oreille la plus musicale du monde, hein, je sais, je l'ai pas précisé ça. Je suis pas le roi de la musique, moi, en ce monde. Oui, en tout cas, on reste sur forcément des chants très guerriers, très brutaux. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça tombe bien que tu t'aies pas justement une oreille, tu vois, parce qu'on est dans une émission de vulgarisation, et du coup, c'est nickel, en fait. Je vais faire le gentil ingénu. C'est ça. Et du coup, on est sur la même chose, mais on est quand même sur quelque chose d'un peu plus positif, tu vois, parce que les nains, ils sont vivants. Et, mais on est vraiment, tu vois, dans exactement les mêmes chœurs. Pareil, tu vois, genre...
sur un peu des staccatos qui sont posés, tu vois, genre assez incisifs, de la grosse percussion derrière, tu vois, des tambours, ce genre de choses, des cuivres aussi, donc tout ce qui est trompette, saxophone, tout ce qui va être utilisé dans un orchestre. Donc là, pareil, tu vois, on suit cette continuité de Bear McCreary, de reprendre un petit peu ça. Et en fait, là où c'est fou, c'est que Howard Shore, il n'a pas uniquement influencé Bear McCreary pour Le Seigneur des Anneaux, mais tout un panel d'univers de fantasy dans lequel tu as des nains. Donc, tu as Donjons et Dragons, tu as Warhammer, tu as Warcraft, dans lequel il y a des nains. Et en fait, là, on va écouter du coup un extrait de World of Warcraft, qui est aussi un MMORPG. Du coup, là, on parle du jeu vidéo et pas du film qui est sorti il y a quelques années. On parle du jeu vidéo, et donc on va écouter une musique qui s'appelle Dark Ironforge. Et ben ça, pour en jouer, du coup, autre Madeleine de Proust, hein, j'ai joué à World of Warcraft à sa sortie à l'époque, etc. Je l'ai un peu poncé, bon ça va, je me suis arrêté assez vite heureusement. Tu perdais un peu. Tu n'en serais pas là sinon. Ouais non franchement. Le festival n'existerait pas. Ah oui complètement. Du coup non, en plus pour 3615 ma vie, mais j'arrête pas en ce moment, donc on va dire que voilà, c'est le monde tel qu'il est maintenant quand Gérald parle de sa vie. Mais en fait quand j'ai arrêté de jouer à World of Warcraft, c'était pour lancer l'association qui aujourd'hui tient Intergalactique. J'ai arrêté de jouer pour Awa. Pour Awa, exactement, c'est vrai. Et du coup, tu vois cet extrait, du coup, une licence qui est pas du tout dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais qui est dans un univers aussi d'Heroic Fantasy. Tu vois, les nains, vraiment, c'est posé. Et c'est bon, maintenant, c'est vraiment dans l'imaginaire collectif, un petit peu, tu vois. Genre, quand tu entends une musique naine, t'as direct ce truc qui a imaginé Howard Shore. Et moi, je trouve ça incroyable, en fait, à quel point ça emprunte, du coup, toute une génération, parce que les développeurs et développeuses de jeux vidéo qui travaillent sur World of Warcraft forcément ont vu Le Seigneur des Anneaux, tu vois, parce que c'est quand même une référence visuellement pour le travail artistique qu'il y a derrière un jeu vidéo. Et du coup, ça a vraiment, je pense, par nostalgie, tu vois, genre aussi marqué plusieurs générations tout entières. Une seule musique composée par un compositeur ou une compositrice, je trouve ça vraiment très très cool. Et maintenant, on va switcher sur l'autre peuple, les elfes, la Terre du Milieu. Donc on va écouter là, en premier temps Rivendell de Howard Shore. Pareil, Madeleine de Proust. Non, mais là, ça n'arrête pas. Oui, forcément, les elfes, êtres, anges, un peu descendus sur Terre, hein, clairement. Ce côté cœur, on est sur du cœur voluptueux, apaisé, qui un peu. Ouais, je pense qu'il y a une tradition, il y a une pas tradition, mais un héritage un peu judéo-chrétien là-dessus. On est quand même sur du, je trouve du. Les chants d'anges, quoi, c'est-à-dire on se met en blanc, on se tient la main et puis on regarde le ciel en chantant pour le soleil, quoi. Résumé. Ou pour Dieu. Et oui, après, franchement, j'aurais aucune idée qui pourrait dire comment je ferais chanter des elfes. Là, tu vois, c'est pareil que les nains, du coup, c'est en. Alors là, par contre, j'ai un trou de mémoire. La langue des elfes, je sais plus. Tu vas le voir ce soir. Tu vas bien le revoir ce soir après. Mais tu vois, pareil, du coup, c'est vrai qu'on est sur quelque chose, tu vois, genre de. Les elfes, au contraire des nains, c'est pas des bourrins, c'est des êtres qui vivent vachement en harmonie avec la nature, tu vois, qui se déplacent avec légèreté, qui ont des mouvements qui sont gracieux. Et du coup, forcément, il faut que ça se ressente dans la musique et que tu vas pas mettre du tambour, machin. Et pourtant, tu vois, genre aussi, c'est un peuple qui est. En tout cas, comme on a la représentation avec Foncombe, parce que du coup, quand il y a cet extrait là qu'on a écouté qui arrive, c'est quand du coup, t'as Frodon, Sam. C'est là où il s'est fait poignarder par le roi sorcier. Il arrive à Rivendell. C'est là où il arrive avec Arwen, en fait, parce qu'il s'est fait poignarder sur le moment. Il rejoint Elrond, etc. Je crois que c'est Rivendell, mais alors j'espère qu'il n'y a pas des gens fans de Tolkien et que je me trompe. Si, c'est ça, c'est Rivendell. Oui, d'accord. Foncombe en traduction. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc là, on va écouter du coup un extrait qui est. Alors, j'ai pas pris celui
Enfin, j'ai pris celui qui s'appelle Valinor de Bear McCreary. Ouais. Valinor, on rappelle, c'est du coup, c'est une île en fait qui est à l'extrême ouest de la Terre du Milieu, qui en fait est un petit peu la Terre. Comment dire? Alors là, j'espère que je vais pas me faire taper aussi par des fans hardcore. Enfin, Tolkien, faut faire attention, eux, ils sont dangereux. Oui, voilà, tout à fait. Mais en fait, c'est là où il y avait les Valar, du coup, les dieux et les déesses dans du coup, l'univers. Je crois que les Valar, c'est un peu les anges, et qu'au-dessus, du coup, j'ai fait une mission il y a 2 jours, du coup, j'ai eu un petit rappel de cosmogonie tolkienique. Et du coup, Valar, ouais, en gros, c'est l'équivalent des anges, hein, clairement, et au-dessus, il y a Ilúvatar. Ilúvatar, c'est le grand chef, on va dire. Et juste en dessous, t'as les Maillars, du coup. C'est ça. Et par exemple, Gandalf, Saruman, les 2 mages bleus, Radagast, c'est des Maillars qui ont été envoyés sur la Terre du Milieu pour résoudre un peu les problèmes. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et donc Valinor, du coup, c'est la terre d'où viennent les elfes à la base, et qui ont été poussés ensuite vers la Terre du Milieu, parce que c'est ce qu'on voit au début des Anneaux de Pouvoir, où il y a l'arbre qui meurt, un peu sorte d'arbre-monde, tu vois. Encore un truc hyper... Alors on rejoint Yggdrasil, c'est ça, etc. Fait, ouais. Et donc on va écouter cette musique-là. Tu vois, on est à peu près sur exactement le même type de composition. On est sur la même chose, encore sur quelque chose d'encore plus angélique, je trouve, avec un cœur encore plus présent. Parce que c'est vraiment... Valinor, c'est les terres immortelles. Oui, c'est le Avalon aussi de Tolkien, d'une certaine manière. C'est cette île enchantée et mystique qu'on ne peut pas atteindre sans y être plus ou moins appelé. Oui. Et on est carrément là-dessus. Oui, et puis on est vraiment on regarde vraiment toujours cet aspect très très religieux, je trouve. Oui, carrément. Et là, du coup, on va écouter du coup un autre extrait du coup de World of Warcraft qui s'appelle Enhanced Forest. Donc c'est une musique de zone qu'il y a à Teldrassil, du coup. C'est la zone de départ des elfes de la nuit dans le Seigneur des Anneaux. Du coup, alors, on peut l'écouter. Là, je trouve qu'il y a vraiment une grosse inspiration Seigneur des Anneaux aussi. Hein. Limite, on reconnaîtrait des notes ou des thèmes, quoi. Ouais, carrément. Ouais, là, c'est... En fait, j'ai pas trop joué Elf. Ça m'a rappelé un truc, mais non, j'ai testé, comme tu testes un peu tout le type de personnages. Donc, ça m'a fait une petite mémoire, mais pas tant. Mais surtout, j'ai fait, tiens, le Seigneur des Anneaux bis la revanche, quoi. Ouais. Surtout, je l'ai vu hausser les sourcils, tu vois, genre en mode, ah ouais, je connais, tu vois, un peu ce thème. Je rappelle que l'émission n'est pas sponsorisée par Activision Blizzard. Hein. Ouais, c'est clair. Le but, c'est pas genre de donner de la nostalgie pour retourner sur. Non, ça va, évitez-vous ça. mais ouais, tu vois, on est dans une inspiration qui est vachement. Pareil, exactement la même chose. Howard Shore, il a, au-delà d'inspirer Bear McCreary sur la série des Anneaux de Pouvoir, en fait, il a inspiré énormément de créations autour de l'univers de la fantasy. Et je trouve ça vraiment fou. Je crois que ça n'a pas été dit, mais Bear McCreary a fait quel autre type de bande-son, soundtrack dans sa vie? Il en a fait beaucoup. Je t'avoue que je ne les ai pas notés là, mais il en a fait mais un ou 2 films comme ça qu'on pourrait avoir en tête. Moi, je peux peut-être chercher. On a l'habitude avec Nico de faire ça d'habitude. Ouais, tu peux checker parce que il y en avait beaucoup et je les ai pas notés. Bah, écoute, je te laisse meubler en attendant. Oui. Alors, les classiques. Là, j'y suis en vrai. Ouais, c'est bon. Beau gosse. Ah ouais, il y a un petit style justement un peu, on va dire d'Artagnan, elfe avec ses cheveux longs et. Ouais. Et oui, il a fait beaucoup de choses, effectivement. Ouais, il a fait un... Je regarde s'il y a un titre qui ressort un petit peu là-dedans. Pas tant, en vrai. Engrais Video Game... Oui, bah non, ça c'est un truc chez les Rama. Des tourments... Ouais, il a pas une grosse
Il n'y a pas une film. Ah, si, il y a Godzilla 2. Ah oui, il y a Godzilla 2. Ouais, il y a Godzilla 2. Oui, c'est vrai. Un truc... Ouais, depuis, c'est assez récent où il a fait un peu plus des grosses prods en fait. Sinon, il avait commencé à faire des trucs un peu à droite à gauche, comme toute personne qui travaille. Il aussi. Il est jeune en fait. Ouais. Il est jeune de ouf. Et il y a une vidéo assez intéressante où il explique un petit peu, mais c'est en extrait, je pense que ça sortira après, tu vois, en making-of, où il explique un peu son travail de composition sur le Seigneur des Anneaux. Donc je pense qu'il va développer beaucoup de choses qu'on amène aujourd'hui, un petit peu sur la manière dont il a commencé à se dire tiens, comment je vais composer la musique pour les Anneaux de pouvoir avec le travail de Howard Shore derrière. Et voilà. Et donc là, assez sympathique, on va écouter du coup le Rivendell, mais de Chance Thomas pour le Seigneur des Anneaux Online. Et juste avant du coup de l'écouter, donc je cite Chance Thomas, il a dit « J'ai travaillé longuement sur ce thème particulier, il fallait qu'il sonne juste et pas simplement dans sa mélodie, mais aussi dans son orchestration, son enregistrement, jusqu'à son mixage. » Donc du coup, la mélodie, c'est vraiment la composition, tu vois, le fait d'écrire des phrases musicales, quel talent ça va avoir. L'orchestration, c'est le choix un peu des instruments, quel groupe d'instruments va jouer telle mélodie, tu vois, que j'ai écrit avant. Et donc l'enregistrement, du coup, c'est vraiment la captation que tu fais de ton orchestre, du coup, pour enregistrer ta VO. Et le mixage, du coup, c'est vraiment... Alors le mixage de la musique orchestrale est très codifié à la base, c'est-à-dire que, en fait, un orchestre, il est comme il est. Quand tu vas avoir un orchestre en live, tu vois, à gauche, tu vas avoir les violons, à droite, tu vas avoir les cuivres, tu vois, genre derrière au centre, tu vas avoir les chœurs. C'est vraiment, les places sont un peu attitrées. Après, tu peux faire comme tu veux, bien sûr. Tu peux briser les codes. Ah, incroyable. Et du coup, le mixage se fait un petit peu de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire quand tu vas composer ton morceau, il va plutôt y avoir de ce côté-là un peu les violons, de ce côté-là les violoncelles, pour qu'en fait tout soit un petit peu clair et précis dans une musique. Tu vois, alors quand tu l'écoutes. Voilà, je trouvais que c'était des termes qui étaient importants à redéfinir. Et donc, Chance Thomas poursuit. J'ai écrit ce thème bien avant la sortie des films, donc de Peter Jackson, imaginant le fond-combe que Tolkien décrit avec tant de précision dans ses ouvrages. Là, c'est intéressant parce on va écouter du coup l'extrait d'un compositeur qui a fait cette musique sans avoir entendu avant du coup ce qu'avait fait Howard Shore. D'accord, et ben go. Et bien là, je trouve qu'on est vraiment sur du l'heroic fantasy beaucoup plus classique et beaucoup plus à l'ancienne, on va dire. Ouais. On voit plus un peu Prince Vaillant qui va débarquer, quoi. J'exagère un tout petit peu, mais je trouve qu'on est plus sur effectivement, sur la musique qui rappelle presque un peu ce qui se faisait plus dans les années 90, clairement. Oui, tout à fait. Et beaucoup plus l'heroic fantasy, vraiment un peu avec toute gentillesse à papa, quoi. Ouais, et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un parti pris qui est un peu différent. Déjà, cette musique, elle est composée en 3 temps, à la manière d'une valse, tu vois. Peut-être que il s'est dit, bon, bah, du coup, pour représenter un peu ce côté, tu vois, genre très gracieux du peuple des elfes, du coup, tu vas le faire... du coup, une valse, tu vois. Quelque chose d'assez linéaire comme ça, en termes de réflexion. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant, parce que là, tu vois, t'as un parti pris qui est différent. Il n'y a pas de chœur, déjà. Il n'y a pas de voix, t'es que sur des instruments et t'es sur quelque chose d'un peu plus, je sais pas, un peu vacillant, tu vois, à droite, à gauche. Ouais. Et je trouve ça assez chouette de voir justement un travail qui a pu être fait sur le peuple des elfes avant que Howard Shore arrive. Et tout ce qui t'écoute après Howard Shore, il y a de la voix, tu vois, dedans, il y a des trucs. Donc voilà. Prochain extrait qu'on va écouter, ça c'est intéressant, c'est Bear McCreary, du coup. Ça s'appelle Númenor. Donc c'est l'île qui est située dans la Grande Mer entre la Terre du Milieu et Valinor. Et du coup, ça a été un don des Maillards, cadeau des Valar, pardon. Des Valar, ouais, aux humains qui ont aidé les elfes à combattre Morgoth. C'est ça, pendant du coup le Premier Âge, à 3 maisons humaines plus précisément.
Moi, je triche parce que je le lis. Toi, tu l'avais dans la tête. Ouais, mais j'ai vraiment fait une grosse discussion mardi dernier. Du coup, et puis j'ai regardé la série dernièrement, donc ça m'a permis. J'aurais pas fait l'émission et j'aurais pas vu Les Anneaux de Pouvoir dernièrement. Clairement, je galérerais beaucoup plus. Hein. Là, ça m'a remis tout ça un peu en tête. Et du coup, ce qui est intéressant là avec le travail de Bear McCreary, c'est que du coup, c'est un lieu du Seigneur des Anneaux qu'on n'a jamais vu, enfin du Seigneur des Anneaux de Tolkien, de l'univers d'une manière générale, qu'on n'a jamais vu adapté avant. Numénor, on l'a pas vu dans les films, on l'a pas vu dans le Hobbit, et il me semble qu'on l'a pas vu non plus dans ce qui avait été fait avant, tu vois, sur les films d'animation. Ouais. Du coup, il avait vraiment carte blanche, et donc, voilà ce qu'il en a fait. Et bien sur cet extrait, toujours ingénu Jal, mais ça me va bien, je vais être l'ingénu. Non, ce que je ressens sur cet extrait, enfin ce que j'entends, ce que je crois entendre, c'est qu'on est sur un côté peut-être apogée d'une civilisation. Je trouve que ça se ressent pas mal, et certainement un côté qui se rapprocherait des musiques qu'on n'a jamais entendu, mais qui veulent représenter l'Antiquité. À son apogée, genre une Grèce à son haut pouvoir, ou la Rome à son plus grand, à son apogée. Et c'est aussi, je suis sûr. Après, je suis forcément connaissant le thème, la ville, etc., et que je l'ai vu, et ce que ça nous est raconté, montré, forcément, je pense qu'il y a un biais aussi quand je dis ça. Mais il y avait ici, je sais pas, je retrouve un peu des airs de... Ouais, ça m'a vraiment rappelé ce côté... peut-être sur truc sur Gladiator, des choses comme ça, ce genre de film-là, qui voulaient représenter en gros l'antique, tout à ce moment où tout va bien, où ça se casse la gueule, quoi. Oui, tout à fait. Et justement, en fait, c'est très juste ce que tu dis, parce que là, on est sur une composition, un timbre, tu vois, genre qu'on retrouve dans la musique écrite au Moyen-Orient, tu vois, avec justement des variations qui sont un peu différentes. Je pense qu'il te rappelle vachement ce côté l'Antiquité, tu vois, que tu vas avoir en Grèce ou dans les Balkans, tu vois, d'une manière plus générale. Et en fait, moi, ce que je trouve cool avec ce thème, du coup, qu'a imaginé Bear McCreary pour Numénor, c'est qu'on a un peu ce combo entre les humains et les elfes, en fait. Ouais. Parce que, du coup, les Numénoréens, à la base, étaient très, très potes avec les elfes. Et après, il y a eu comme d'hab, des petites embrouilles, voilà. Ouais, au calme. Et du coup, en fait, on retrouve d'un point de vue de l'orchestration, au niveau du choix des instruments. Donc, on a ces voix, tu vois, genre qui sont assez présentes. Ces cuivres aussi, qu'on retrouve pas mal dans... Enfin, moi, je trouve qu'on a vraiment dans ce son-là une inspiration, tu vois, de la découverte de Foncombe, Rivendell par Howard Shore. On a quelques similitudes. On a aussi quelques similitudes. Attends, c'était Rivendell là. Ah non, tu compares Rivendell. Ouais. Moi, ce que j'ai plané. Non, du tout. J'étais concentré. Ouais. Non, c'était... je compare Rivendell. Et on a aussi, tu vois, un peu une comparaison avec ce qu'on a l'habitude d'écouter chez Howard Shore sur, tu vois, genre les thèmes de Minas Tirith, les thèmes un peu iconiques. Le Rohan, c'est différent, c'est complètement autre chose. Et du coup, non, c'est vraiment... je trouve qu'il il a fait un très très bon mélange des deux. Et je sais pas, c'est hyper iconique en fait à Numénor. Et quand ce thème revient, tu vois, tu sais que t'es dans Numénor, parce qu'on en parlera un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui se fait énormément dans la composition de cinéma, même de jeux, ce qui s'appelle des leitmotivs. Ouais. C'est des phrasés en fait musicaux qui vont revenir assez régulièrement. Tu vois, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, le leitmotiv de l'anneau. Oui. Et ça revient hyper souvent. Ouais. Et par exemple, tout d'un coup, t'as un personnage, je sais pas, admettons, t'as Frodon qui est là. Tout d'un coup, il est perverti par le pouvoir de Sauron, et du coup, en fait, toi, tu le sais pas. Ses potes qui sont autour de lui dans le film sont pas au courant. Par contre, en tant que spectateur-spectatrice, on le sait parce qu'il y a le thème du coup de l'anneau derrière. On se dit là, l'anneau, il est en train de faire son effet. Et du coup, on va développer un petit peu plus ça. Mais du coup, la Numénor, tu vois, ça pose un bon leitmotiv. Du coup, dès que tu entendras un thème qui te fera penser au Moyen-Orient en termes de gamme de composition, du coup, tu peux être sûr que ça va être Numénor qui sera mis en avant. Ouais. Et ça, du coup, c'est cool qu'il ait réussi à poser un thème un petit peu comme ça. Et du coup, on va passer et là, on va parler du Hobbit. Du coup, super, on va arriver au Hobbit. Super, très, très belle trilogie.
T'as pas aimé, toi? J'ai détesté de tout mon âme. Enfin, Ok. le premier, non, franchement, le premier, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai fait, ah, c'est cool, je trouve ça moins bon que le Seigneur des Anneaux, mais j'étais quand même un peu pris. Le deuxième, j'ai trouvé ça un peu long et chiant. Et le troisième, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu de ma vie tout court. Et vraiment, je le mets dans les mauvaises expériences de vie, en fait. Mais c'est un moment où tu fais, mais ça n'a plus aucun sens. Et ces gens, enfin, ces producteurs, hein, ils ont lâché la rampe, quoi, clairement. Et il faut, Legolas, enfin. Il n'y a plus rien ne fonctionne, il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de machin. C'est vrai. du point de vue narration, enfin, t'en peux plus, quoi. Et non, je supporte pas ce film. Vraiment, j'ai une haine profonde et c'est un des rares films où je trouve qu'il n'y a rien à sauver, quoi. Enfin, mais peut-être la musique, du coup, je m'en souviens pas. Voilà. Mais on peut continuer. Je serais pas aussi violent que toi, Ouais, mais c'est vrai que moi, du coup, le premier film, je l'ai vraiment trop kiffé. Ah, moi aussi. Et là, on va écouter que les musiques du premier film. Pourquoi ? Parce que en fait, Howard Shore, il a fait ce qu'il sait faire sur le premier film, et sur le deuxième et le troisième. Enfin, il y a eu un peu un abandon, tu vois, genre de sa part, sur des leitmotifs qui avaient été mis en place sur le premier. Par exemple, sur celui de la compagnie, tu vois, genre qui va à Erebor. On va l'écouter là. Ouais, parce que la chanson des nains dans le premier, dans le Hobbit, est vachement chouette. Et tu vois, elle est vachement reprise. Je trouve que c'est une belle chanson. Enfin, elle fonctionne, quoi. Ouais. J'ai écouté. Oula, merci. J'ai écouté des reprises et tout, et c'est. Elle est trop bien, cette chanson. Et tu vois, elle arrive à un moment quand ils sont dans la trouée des trolls et qu'ils se battent justement contre les trois trolls, où t'as Gandalf qui arrive là, et qui casse le caillou, et tu vois, t'as la chanson des nains là qui revient, mais en mode un peu épique de combat. Enfin, on va l'entendre à un moment. Et tu vois, par contre, à partir du deuxième film, elle n'existe plus, cette musique. Et le troisième encore moins. Non, mais c'est une descente aux enfers, cette trilogie, hein, c'est vraiment. Puis ça finit vraiment au fond du trou, quoi. Donc là, on va écouter du coup l'extrait numéro 15, c'est The Adventure Begins de Howard Shore. C'est quand Bilbo pour les anglophones, en fait, il se dit allez, c'est mort, je pars à l'aventure avec les nains, et tu sais, il les rattrape avec son petit contrat là. Voilà. Et c'est parti. Ça veut bien partir. Ah oui, mais de notre côté, si je. Oula. Est-ce que t'as l'impression d'avoir entendu la même musique en deux fois ? Un tout petit peu, peut-être, ouais. C'est exactement la même composition. La deuxième, du coup, c'était dans Le Seigneur des Anneaux. Du coup, c'est la musique qui s'appelle The Black Rider de Howard Shore. Et ça raconte à peu près la même chose. En fait, t'as dans le premier, du coup, Bilbo qui part un peu à l'aventure et qui décide, tu vois, c'est rare pour un hobbit de décider de partir. Donc c'est vraiment un événement qui est marquant. Et en fait, dans l'extrait de Black Rider qu'on a entendu du coup du Seigneur des Anneaux, c'est quand, tu sais, ils sont avec Frodon et Sam, ils partent et qu'ils sont dans les champs là et qu'ils croisent Merry et Pipin qui ont volé des ils sont dans les maïs et tout, ouais. Et après, du coup, ils courent et pareil, tu vois, genre ils vont à leur aventure. Et là, du coup, après Howard Shore, c'est différent parce qu'il a les droits sur sa propre musique, mais il a vraiment pris exactement la même composition, d'accord, mais qui change vraiment zéro, quoi. Et il a juste un petit peu orchestré différemment. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc de ramener la nostalgie, du coup, chez la personne qui va regarder le film, qui va se dire ah mais je connais, c'est bon, tu vois. Et du coup, tu prends un peu par les sentiments. C'est vraiment un petit peu les sentiments musicaux. Voilà, tout à fait, ouais. Et du coup, il nous reste peu de temps, quoi, un peu tracé sur les extraits. Ouais. Je pense pas qu'on aura le temps de tout écouter, c'est pas grave. Ça nous permet de nous caler aussi pour une temporalité, nombre d'extraits, etc. C'est normal, vu qu'on lance un nouveau concept, on va dire. Ça nous permet de réguler un petit peu ça, c'est normal, ça se fait forcément un coup de. Enfin, c'est empirique. Oui, tout à fait. Et du coup, on peut écouter l'extrait numéro 17 qui pète un peu. Je baisse un peu d'air, ok. Ouais, c'est The Bridge of Khazad Dûm. Oui. Je pense, voilà. Ah, ok. C'est parti.
nostalgie. Ah ouais, bah pour moi, c'est la musique du Seigneur des Anneaux, ça. Ouais. Pour moi, tu me demandes de choisir une musique qui représente le Seigneur des Anneaux, enfin l'adaptation du moins, c'est celle-là, quoi. Bah en fait, tu vois, ça c'est le leitmotiv du coup de la confrérie de l'Anneau, en fait. La première fois qu'on l'entend, c'est quand ils partent de Fontcombe et qu'ils arrivent sur la montagne et tu sais qu'il y a un peu un ralenti. Oui, là, qui est servi dans la bande-annonce et qui fonctionne super bien. Tu les vois un peu après les autres. Ça fait tellement. Ça faisait une très bonne bande-annonce. Ouais, mais ça faisait une très bonne bande-annonce. Tu tu voyais les personnages prendre vie. Enfin, à l'époque, tu étais comme un homme. Tu voyais ça. C'est ça, etc. Ça doit être Pipin et tout. Ouais, grave. Et ouais, non, ça fonctionne très très bien. C'est un très bon plan et c'est iconique. Et tu vois, tu retiens bien, du coup, à un moment sur la fin, tu sais, du coup, thème, tu vois, avec du cuivre hyper présent, ça pète de partout. À la fin, t'as des violons un peu en staccato qui font ta-ta-ta-ta. Et là, du coup, on va écouter du coup le thème Overhill de Howard Shore. Allons-y. On connaît vraiment bien du coup, c'est peut-être la seule musique du Hobbit que je serais en capacité de remettre. Celle-là, elle m'a marqué et que je l'ai mis. Je fais et j'aime bien ce morceau. Bah tu vois, ça c'est typique Howard Shore qui fait des thèmes trop cool, qui rentrent dans la tête et qui ressortent pas. Tu vois, et quand tu les entends, t'es là en mode. Moi, je la entends, j'ai envie de regarder le Hobbit, tu vois. Je regarderai que le 1. Oui, c'est ça, il faut s'arrêter. Mais je regarderai le Hobbit. Et du coup, on a un peu, tu vois, là, du coup, un peu ces fondamentaux de composition sur un gros thème comme ça. Parce qu'on retrouve plus ou moins les mêmes que sur The Bridge of Khazad-dûm qu'on écoutait avant. Donc, tu vois, genre avec du cuivre aussi, hyper prenant. Pareil, tu vois, ces violons un petit peu qui viennent rajouter. C'est directement un clin d'œil, en fait, qui fait à ce qu'il a déjà pu faire par le passé sur le Seigneur des Anneaux. Et en plus, on est pareil sur un leitmotiv qui représente du coup la compagnie qui part donc de nains, accompagnée de Gandalf et de Bilbo, qui part reprendre Erebor, tu vois, genre la montagne solitaire. Et avec un petit peu cette même quête, tu vois, genre qu'avait eu la compagnie la confrérie de l'Anneau, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, c'est de partir du coup hyper loin pour reprendre, tu vois, genre un lieu où détruire l'anneau. Et du coup, on se retrouve un peu dans les mêmes conditions. Et du coup, ça fait sens de remettre quelque chose d'assez fort, tu vois, de cette manière qui soit hyper représentatif. Et puis c'est épique, hein, tout simplement. Oui, carrément. Et donc voilà, avec le peu de temps qui nous reste, du coup, il me reste quelques petits extraits, mais c'est pas... Ouais, le temps d'en parler, on risque de les gâcher un petit peu ou de les prendre soin. Je pense qu'on peut encore en garder sur les derniers films que je vois sur ta playlist. On peut encore en faire un, tranquillement. Là, si tu veux, on peut écouter du coup, c'était un film d'animation qu'on a fait avec des potes c'était des potes qu'on... C'est ton outro ? Non, c'est autre chose. Non, c'est l'extrait 19. C'est le suivant. En fait, on a fait un court-métrage d'animation qui s'appelait Mice A Small Story. C'est des petites souris qui sont dans c'est le Seigneur des Anneaux. Sauf que c'est des petites souris dans le métro parisien. En 4 minutes, essayer d'expliquer ça. Et du coup, moi j'étais au sound design, donc il y avait 2 potes qui étaient à la musique, donc Thomas Tillard et Alexandre Tron, donc ont dû faire ce travail un petit peu de faut qu'on reconnaisse, tu vois, que ce soit le Seigneur des Anneaux au niveau de la musique et tout ça. Donc là, on peut écouter du coup une des musiques qu'a composé Thomas. C'est cool. Ça, tu vois, là on est dans ce qu'on appelle un pastiche en musique, et pas qu'en musique, dans n'importe quelle création artistique. C'est le fait de volontairement copier l'œuvre d'un ou d'une artiste, tu vois, qui a déjà existé,
Et du coup, le pastiche, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, justement pour... parce que quand t'as une musique, un thème, tu vois, qui est hyper iconique, qu'on reconnaisse qu'on est là-dedans, tu vois. Par exemple, dans Star Wars, t'as Michael Giacchino qui l'a fait Michael Giacchino, je pense, ça se prononce, qui l'a fait pour Rogue One. Ouais. C'était le premier qui n'était pas vraiment un Star Wars, mais Star Wars Story. Il a fait aussi pareil, tu vois, sur... t'as pas le thème principal du Seigneur des Anneaux, mais t'en as un qui ressemble un petit peu. Et donc Thomas, il avait fait, tu vois, ce boulot pour Mice, et on reconnaît, tu vois, que c'est le Seigneur des Anneaux sur la fin, avec un peu cette motif de l'anneau. Surtout sur la petite fin, ouais, effectivement, ça vient. Et donc ça, c'est aussi beaucoup utilisé pour parler pour justement faire revivre cette nostalgie, tu vois, genre dans une œuvre, quelle qu'elle soit, que tu fais. Et donc voilà, je pense qu'on peut... écoute, on peut lancer la petite musique de fin, l'outro que tu avais préparée pour finir de parler tranquillement. En petit fond, c'est tranquille. Voilà. Tu peux même la mettre un peu moins forte si tu veux. Comme nickel, ça, on est bien là. Du coup, qu'est-ce que tu retiens un petit peu en tant que Jal par rapport à la musique, par rapport aux extraits, etc. Écoute, c'est très intéressant. Je pense qu'on a un petit concept, donc c'est vraiment, je dirais plus c'est l'émission pilote ou l'émission 0, tu vois, parce que forcément c'est une question, faut qu'on se cale, mais ça se passe très bien. Je pense qu'on pourrait penser à inviter une personne en plus, qui prendrait ma place, parce que moi j'ai joué, on va dire, le cobaye, cochon d'Inde, comme d'habitude. et donc c'était cool. Mais je pense que si on a un invité qui est avec nous et tu dis tiens, on va écouter ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est le même dialogue qu'on vient d'avoir. Moi je suis un peu en technique derrière, parfois je dis une petite bêtise comme ça parce que j'aime bien. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Je me projette pas moi personnellement parce que j'ai pas une oreille musicale de ouf. Certainement je le dirai jamais. Mais je pense que ça pourrait être très cool avec avoir un invité. Bon, on n'y arrivera peut-être pas à chaque fois, et puis moi je passerai très bon moment à faire ça une fois par mois avec toi. Mais je me disais tout à l'heure, je me suis dit c'est chouette, il y avait quelqu'un avec nous, c'est qu'il y a un peu de répondant, qui a envie de parler de ça et tout. Je pense que ça pourrait faire un chouette dialogue entre vous deux. Et moi derrière à toucher mes boutons et voilà quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, surtout sur des sujets comme ça où il y a et en fait plus t'as de personnes qui vont réfléchir à tout ça, et du coup ça amène de choses, donc voilà. En tout cas, je suis très content. Merci encore d'avoir accepté de faire ce concept. Et avant qu'on termine, je voulais savoir si je pouvais faire un petit SO associatif pour une asso dans les Pentes qui a besoin de bénévoles en ce moment. Tu sais, t'es à Radio Canu, t'es au bon endroit. Et c'est le Craspec où on fait la rentrée là en ce moment, et on a besoin de monde un petit peu pour un petit peu mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à passer ou à contacter sur Facebook si vous êtes intéressé par faire du bénévolat dans un lieu associatif et culturel très très chouette des Pentes de la Croix-Rousse. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Super. Écoutez, merci Max encore pour cette émission. Merci et pour à toi. Ce concept. On se retrouve dans un mois pour la numéro 2. Carrément, ouais. Et donc, vous êtes sur, pas du tout les congrès de Futurologie, mais vous êtes sur la crypte sonore, une émission créée par Max Vatopoulas. J'ai perdu ton nom. Vatopoulas. aka Blue Blux. Et qui donc, on se retrouve dans un mois. Et vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios.